Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà une nouvelle vidéo dans un cadre toujours aussi idyllique. Voilà, un cadre magique qu'est la nature. Une vidéo qui aujourd'hui va avoir pour thème en fait une trilogie la trilogie qui s'intitule Pouvoir, sécurité, image. Pourquoi cette trilogie? C'est parce que l'ego, le moi, en fait s'appuie sur un trépied. Et ce trépied, comme son nom l'indique, c'est un pied avec 3 appuis. Et ce trépied a pour appui le pouvoir, l'image et la sécurité. C'est ce que cherche désespérément le moi pour pouvoir en effet, ou l'ego pour pouvoir en effet se construire et durer. Voilà. Et en tous les cas, parvenir à, à évoluer dans la société. Et ceci pour toutes les couches sociales et tous les individus sur Terre, tous sont soumis à ce trépied parce que l'ego, le moi, a besoin de ce trépied pour exister. Je cherchais le terme, pour exister. Voilà. Donc aujourd'hui, on va couvrir le pouvoir. Et ensuite, dans la trilogie, il y aura une seconde vidéo sur la sécurité et puis l'image. Donc voilà, le moi a vraiment besoin de ce trépied pour exister. Et il va y avoir évidemment une dominante. Il va y avoir une dominante sur un des pieds qui va être plus fort que les autres. Soit ça va être le pouvoir, soit ça va être l'image, soit ça va être la sécurité. Pour que le moi puisse en effet se sentir exister et on va dire bâtir sa construction et la renforcer et la solidifier. Voilà, donc on va commencer donc cette vidéo par en effet le sujet sur le pouvoir. Et j'ai vu récemment une émission qui avait tenté de couvrir le sujet sur est-ce que le pouvoir abîme le cerveau. J'ai regardé cette émission un peu intrigué en me demandant comment on pouvait faire un raccourci aussi rapide que stupide. Mais il l'est à la fois et en même temps il ne l'est pas. Tous les travaux qui ont été toutes les études qui ont été menées pour bâtir cette émission en fait reposent en fait sur des explications en effet concernant la structure mentale, la structure égotique, mais évidemment ne fait pas mention de la structure spirituelle. Alors évidemment c'est une émission qui à la fois est vraie dans on va dire la façon dont l'objectif a été pointé, mais devient totalement faux quand en définitive on élargit le champ et l'angle de vision. Ça devient complètement tronqué. Je paraphraserai François Mitterrand qui disait le pouvoir est une drogue, quiconque y touche devient devient addict ou fou. Il a raison dans le sens où dès lors qu'il n'y a pas de dimension spirituelle avérée chez l'individu, il est évident que le pouvoir, comme la sécurité, comme l'image, sont des hochets pour l'ego extrêmement brillants et intéressants, captivants, je dirais même fascinants,
Il y a une fascination pour le pouvoir. Et dans cette émission, ils ont fait un rapprochement en fait avec la tribu de singes, notamment je crois chez les macaques. J'ai trouvé ça plus qu'effarant de faire un comparatif avec les fonctionnements de l'être humain et de l'ego et celui en fait du fonctionnement hiérarchique chez les macaques, où il y a un chef, un dominant et les autres sont dominés. Je trouve ça effarant que ce comparatif soit toujours comparé à quelque chose de très, dans la structure, comparé à quelque chose d'un peu plus inférieur à nous, qu'il n'y ait pas de comparaison avec quelque chose de bien supérieur. Et quand j'entends bien supérieur, j'entends par comment dire, l'existence d'une dimension spirituelle. Je ne dis pas que les singes sont pardon, je dis pas que les singes sont inférieurs à nous, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a une humoriste qui disait ça d'ailleurs dans un de ses sketchs. Je crois que c'est Blanche Gardin qui disait on n'a jamais vu des singes en effet comment dire, établir des attentats pour en fait pour un dogme religieux. Et c'est là où en effet l'homme je dirais dérape et devient fou. Le singe, lui, au contraire, est d'une sagesse inouïe, parce que il y a un dominant, mais le dominant ne devient pas auto-centré, dans le sens où il est toujours en relation avec la tribu, il n'en est pas séparé. Et certes, il est dominant, mais il ne dérape pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'abus de pouvoir. Il ne va pas aller massacrer un petit parce que un matin il est mal poilé et qu'il a décidé de massacrer un petit. Il ne va pas décider du jour au lendemain qu'il va falloir, parce que lui il a décidé, se raser la tête et avoir une crête comme les gremlins. C'est en ça que finalement le singe est finalement fait preuve d'une plus grande sagesse que l'homme. Et en même temps, ça n'est pas, comment dire, fou furieux de comparer l'être humain au singe, puisque forcément il y a des similitudes. C'est simplement que nous avons malgré tout, être humain, une capacité en effet structurelle de réflexion, de cognition, d'intuition, d'émotion qui est évidemment plus riche et plus étendue sûrement que le singe. Mais force est de constater que quand on laisse le pouvoir entre les mains d'un homme et que cet homme en question n'a aucune dimension spirituelle, aucune gouvernance intérieure qui pourrait s'appeler la sagesse, alors évidemment on peut s'attendre à tous les dérapages possibles et inimaginables. Toutes les parts d'ombre peuvent ressurgir à n'importe quel moment, et on l'a vu de toute façon et on le voit encore pour chaque homme qui fait l'expérience en effet du pouvoir. Dès lors qu'il y a absence de dimension spirituelle, le pouvoir devient un hochet extrêmement grisant et fascinant. Et donc, de ce point de vue, Mitterrand avait raison en disant que quiconque y touche devient fou et addict. Et c'est vrai, de ce point de vue-là, en effet, à partir du moment où en effet on ne considère pas la dimension de la sagesse intérieure comme quelque chose qui doit aller de pair avec l'acquisition, ou en tous les cas la fonction de pouvoir. Et ceci a évidemment son extrême importance, parce que il n'y a qu'à regarder tous ces hommes qui ont un jour ou l'autre touché au pouvoir. Ce sont des gens tous qui en ont fait l'abus, et
parce que par auto-centrage et, et par déni en fait de ce que peuvent ressentir ou penser les autres, ils sont investis d'un pouvoir et comptent bien l'exercer jusqu'au bout. Alors curieusement, ce qui est à déplorer, c'est évidemment, on compare l'homme au singe parce qu'il y a en effet des similitudes de comportement, et je dis bien des similitudes, mais elles s'arrêtent très très vite, parce qu'encore une fois, je trouve que finalement le singe, même s'il est dénué de notre puissance d'intelligence et de réflexion, malgré tout fait preuve de davantage de sagesse que l'homme. Et j'ai trouvé dommage dans cette émission qu'il n'y ait pas de référence comment dire, un homme dont on va dire la supériorité spirituelle est avérée, pour ne nommer qu'un seul, on va dire le Dalai Lama. S'il en est un dans le monde entier qui est reconnu pour investir le pouvoir et en même temps la sagesse, c'est bien celui-là. Pourquoi dans cette émission n'a-t-on pas en effet fait ce comparatif-là? Parce que finalement ça remettait l'ensemble dans comment dire, une globalité et surtout un angle de vue extrêmement différent. Donc malgré tout, en effet, l'homme, l'être humain, même dans son quotidien, a un tant soit peu besoin de ce pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir qu'il peut avoir sur lui-même, mais la plupart du temps c'est pas ce que l'homme recherche, il cherche à dominer l'autre, et ça on le retrouve en fait dans tous les gestes du quotidien, que ça soit le rapport que nous avons avec notre famille, avec nos collègues, avec nos amis, avec les gens que l'on croise au quotidien dans le métro, au supermarché. Il y a toujours comment dire, un résidu de domination comment dire, qui est là, qui est sous-jacent. On le voit même aussi, hélas, dans la sexualité, où il y a une nécessité en effet de dominer l'autre, plutôt que d'être au même niveau et de partager quelque chose, plutôt que de considérer que l'autre est égal. On le voit aussi également dans le rapport avec les parents aux enfants, où les parents bien souvent peuvent avoir aussi des rôles de dominants, ou alors inversement, les enfants du coup en absence d'autorité qu'ils reconnaissent comme légitime, ou en absence d'autorité tout court, s'arrogent évidemment je dirais, besoin de dominer les parents. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cet aspect de domination qui ressort. C'est une forme en effet de pouvoir, c'est-à-dire que on tente en effet d'asseoir son point de vue, ses valeurs, et de les imposer à l'autre, plutôt que d'être dans un partage, juste un partage et un échange de deux structures, de deux êtres humains différents. C'est souvent en effet déplorable, mais c'est ce que l'on rencontre malheureusement au quotidien dans les schémas. Donc l'homme, en fait, sur un trépied de l'ego est celui du pouvoir, car en fait il a nécessairement besoin de ça, et plutôt que d'aller chercher le pouvoir en soi, c'est-à-dire la capacité de se transformer, la capacité de se maîtriser, Bouddha le disait, hein, un homme qui combat, je crois, 1000 hommes est un homme puissant, mais un homme qui se domine lui-même est le plus puissant du monde. Et je crois qu'en fait c'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre, et il est bien dommage évidemment que nos gouvernants à tous les postes quels qu'ils soient n'aient pas encore compris cette notion-là, parce que dans cette notion spirituelle, dans cette sagesse intérieure est inclus deux notions, deux sous-notions qui nourrissent finalement la notion de pouvoir, qui sont la notion de responsabilité et la notion de service. La notion de responsabilité, c'est-à-dire que plus en effet notre capacité
capacité de pouvoir augmente, plus en effet l'être humain qui investit ce pouvoir doit s'en sentir extrêmement responsable, et c'est souvent évidemment pas le cas. Pourquoi? Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, bien souvent l'ego dérape, se sent d'un seul coup grisé par le pouvoir et en oublie en fait les responsabilités que ça implique. Et il en oublie les responsabilités que ça implique parce qu'il n'a pas cette dimension de sagesse intérieure. Donc à chaque fois tout se recoupe. Et quant à la notion, la deuxième notion tout aussi importante, c'est la notion de service. Il n'y a pas de pouvoir qui ne puisse exister sans la notion de service. Et là encore, les différents dirigeants, encore une fois à quelque niveau que ce soit, ont totalement oublié qu'en fait ils sont à leur poste parce que en fait ils sont au service des autres. Et ça évidemment c'est totalement occulté et oublié et enterré. Enterré pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois une totale carence de la dimension de sagesse. Donc on peut très bien lier en effet pouvoir et sagesse, et sans en effet tomber dans je dirais la force obscure, pour reprendre en effet la trilogie de Star Wars, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'on tombe très vite en effet dans le côté obscur dès lors qu'on se laisse entraîner par l'envie, par le besoin de comment dire, d'assouvir ses propres désirs au détriment en effet de ce qui est nécessaire à ce moment-là et de ce qui est juste, au détriment des autres, au détriment de ce dont la structure ou l'ensemble ou la société a besoin réellement. Et là en effet c'est dommageable, mais c'est ainsi. Et c'est ainsi pourquoi? Parce que je m'imagine que l'humanité n'a pas encore compris l'intérêt de la dimension spirituelle, de la dimension de sagesse, qui, si elle l'avait intégrée, en fait réclamerait finalement des hommes de pouvoir qui soient exactement à l'image de l'homme de la société ordinaire. Donc nous avons encore pour l'instant des miroirs de ce que comment dire, du niveau de l'humanité, c'est-à-dire que nous avons des dirigeants qui dérapent à tous les moments, à tous les instants, parce que l'humanité n'est encore pas investie de sagesse. Quand est-ce qu'elle le sera, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais en tous les cas, j'ai entendu dire une fois, ou j'ai lu dans un livre une fois, qu'il y avait deux façons de grandir en sagesse. Il y avait oui c'est ça, il y avait deux façons d'apprendre et de grandir en sagesse. C'était par la sagesse elle-même. On est enseigné par notre sagesse intérieure, ou alors c'est la souffrance qui permet à la sagesse de petit à petit de s'installer, et à la maturité de grandir, la maturité de prendre place. Et manifestement la société n'a pas encore assez souffert, et il faudra encore sûrement des souffrances à venir pour que l'humanité intègre en effet définitivement que la notion comment dire, spirituelle, c'est-à-dire je cherche le terme, je l'ai utilisé tout à l'heure mais c'est pas grave, la dimension intérieure en fait soit vraiment aussi important que le reste dans notre quotidien. Et je ne parle pas, surtout pas de religion, je veux écarter la religion, parce que la religion c'est quelque chose qui a été écrit dans un livre par on ne sait qui, il y a très longtemps, et que pour moi les écrits ce sont des lettres mortes, qui ne sont plus donc, où les écrits n'ont plus rien de vivant. Je pense que si aujourd'hui
les principaux prophètes de chaque religion revenaient sur Terre, je pense que leurs propos seraient évidemment très différents. Et la façon est dans le fond et dans la forme. Donc j'écarte évidemment toute religion parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Je parle parce que de toute façon, chaque religion, quelle qu'elle soit, finit par devenir un dogme. De toute façon, il faut faire, il ne faut pas faire, on a le droit, on n'a pas le droit. Et en définitive, la dimension spirituelle, lorsque chacun l'a en soi, en fait c'est notre sagesse qui nous enseigne pour chaque expérience quelque chose, si on veut bien l'écouter et si on veut bien l'interroger. Donc voilà, en tous les cas, pour le premier trépied de l'ego qui est le pouvoir ne peut, en effet, le besoin de pouvoir ne peut, lorsqu'il est une fonction, ne peut être assumé, je vais dire, de manière juste que lorsqu'en effet la dimension spirituelle est avérée. Maintenant, en ce qui concerne chaque être humain, en dehors de toute fonction et de tout statut, le seul pouvoir en effet que l'être humain ait, c'est celui de se transformer, c'est celui de se dominer, et c'est celui en effet qui consiste à comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi, plutôt que de se juger et juger l'autre. Ça, c'est le pouvoir que nous avons au quotidien, celui d'entretenir la souffrance ou celui de s'ouvrir, ou celui de souffrir aussi. Donc c'est ce pouvoir-là que nous avons, que nous détenons, et au lieu de l'exploiter à son maximum, nous passons notre temps, la plupart de notre temps, à vouloir dominer l'autre, parce que c'est la facilité qui l'emporte, et l'ignorance aussi, évidemment, en parallèle, l'un entraînant l'autre, l'ignorance entraînant la facilité, et la facilité entraînant aussi l'ignorance. Les deux, en fait, sont comme des rails parallèles qui entraînent le même wagon vers sa destruction. Mais voilà, néanmoins, le moi a besoin de cette notion de pouvoir pour pouvoir exister, parce que tant qu'il n'a pas, en effet, j'allais dire, d'une certaine manière, à sa façon, trouver le pouvoir qui lui convient, eh bien, il reste frustré et se sent incomplet, et de toute façon le restera, puisque le moi ne peut pas être complet par définition, mais en tous les cas, il existe en souffrance dès lors que la notion de pouvoir n'est pas établie dans sa vie, et à quelque niveau que ce soit, et pour quelque statut ou quelque fonction que ce soit. La seule, évidemment, issue pour sortir de cet engrenage sans fin, c'est celui, en fait, du pouvoir sur soi, parce que Bouddha, encore une fois, le disait, et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont exploré leur sagesse et qui ont fini par comprendre, en effet, ce que Bouddha voulait dire, parce que c'est la forme de pouvoir la plus élevée qui soit. Ça n'est pas du tout, la forme de pouvoir n'est pas du tout, n'est pas exclusive à, comment dire, dans sa suprématie à celui d'un chef d'État. Non, non, bien au contraire, la forme de pouvoir la plus suprême que l'on puisse exercer est le pouvoir, en effet, de pouvoir se surpasser soi-même, de se dominer et de comprendre sa vraie nature. Là est notre véritable force. Donc tout dépend, en fait, où est-ce que le moi va aller chercher ce pouvoir en question dont il va se satisfaire pour pouvoir exister, même si, en effet, la souffrance continue d'exister, puisqu'il ressent, de toute façon, il ressentira toujours comme une forme d'incomplétude, parce que de toute façon, l'ego et le moi restant une illusion totale, dès lors qu'en effet, l'exercice ou la fonction de pouvoir a été, comment dire, expérimenté, qu'est-ce qui se passe ensuite? Soit la personne, en effet, décide de rééditer sa fonction ou son statut, et du coup continue à goûter au pouvoir, ou alors chute. Et là, en effet, c'est la souffrance qui, comment dire, se pérennise, puisque comment réaccéder au pouvoir, comment
de nouveau avoir un pouvoir. Enfin, vous voyez qu'en fait le hochet reste toujours fascinant pour celui ou celle qui n'a pas compris que à un moment donné c'est juste une fonction, mais une fonction qui amène un sens des responsabilités très aigu et un sens du service qui doit l'être tout autant. Tant que la personne n'a pas compris ça, elle est complètement identifiée au pouvoir, c'est-à-dire je suis le pouvoir, je décide de ce que je veux, plutôt que de dire ou de penser en ces termes, j'ai une fonction de pouvoir, j'ai un statut de pouvoir, comment puis-je le mettre au service de l'autre? Là est la fonction la plus élevée qui soit dans, encore une fois, dans un statut ou une fonction de pouvoir, parce que à la limite, c'est dans ce questionnement, comment en effet se rendre utile aux autres dans cette fonction de pouvoir que l'on trouve en fait la véritable joie, celle de donner et non pas celle de prendre, car le pouvoir souvent n'a qu'un seul but, c'est celui de se faire plaisir, de gratifier son ego et de prendre pour soi les choses au lieu de donner. Et c'est pour ça que quand le pouvoir est assumé à un certain niveau et qu'il est bien assumé, encore une fois avec le sens des responsabilités et le sens du service, finalement ça donne quelque chose qui permet de compléter en effet l'ego, parce qu'il comprend qu'en effet c'est en donnant, en étant au service des autres qu'on trouve en fait la véritable joie. Et si en même temps ce service aux autres passe par un poste ou un statut de pouvoir, eh bien pourquoi pas, mais à partir du moment où en effet on n'en tire pas que profit pour soi-même, mais qu'on en fait profiter au plus grand nombre. C'est là qu'on trouve véritablement, c'est là que le moi peut trouver réellement son équilibre. Et je ne parle pas encore de la dimension spirituelle, mais en tous les cas on s'y approche, puisqu'il y a quand même le don de soi, il y a quand même l'idée de se tourner vers les autres, d'être au service des autres, et c'est souvent ce qu'oublient d'ailleurs nos chefs d'État et leurs ministres et la clique. Ils oublient en fait tous ces gens que ils sont à notre service, que le peuple a élu une personne pour être à notre service, et cette notion de service, ils l'ont totalement oubliée, voire même ils n'y ont jamais pensé, une seule seconde. Donc voilà, mais ils n'y ont pas pensé parce que, encore une fois, le peuple ne le réclame pas non plus et ne le crie pas à tue-tête. Donc vous l'aurez compris, dans le trépied de l'ego, entre pouvoir, image, sécurité, le pouvoir évidemment a un rôle très important pour que le moi se sente exister à un certain niveau, mais qu'à un moment donné, quand ce pouvoir qui a été, comment dire, à un moment donné de sa vie assumé et expérimenté, même s'il a été expérimenté au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du service à l'autre, à un moment donné, la personne doit être à même de pouvoir un jour léguer sa place et le faire dans la plus grande quiétude possible, parce que pourquoi? Parce qu'elle sait, la personne sait, intimement convaincue que le poste qu'elle a occupé, même si c'était un poste de pouvoir, aura permis à l'être et au divin en elle de se tourner vers les autres et d'être au service de l'autre. C'est finalement la chose qui apaise un cœur, qui apaise un esprit. C'est une notion qui permet aussi le service à l'autre d'ouvrir son cœur. Et dans ce cas-là, en effet, on peut se sentir en effet quelque part complet. La personne qui en effet exploite le pouvoir pour son profit personnel, celle-là finira comme tous les autres, 6 pieds sous terre, avec l'idée d'avoir loupé quelque chose, d'être aigri, d'avoir une amertume, parce que pas assez de pouvoir, pas assez de temps pour l'avoir exploité, pas assez de chance pour l'avoir eu. Bref, tous les motifs seront bons pour justifier le fait que la personne se sentira en fait mécontente de n'avoir pas eu assez de temps ou assez d'espace ou d'amplitude pour pouvoir exercer son pouvoir. Donc voilà pour la première phase de la trilogie sur le pouvoir. Et comment dire, je
pense avoir tout exprimé à propos du pouvoir. Je pense en tout cas en avoir dit l'essentiel. Je continuerai mes autres vidéos sur la notion d'image et puis de sécurité, ou d'image, je ne sais pas dans quel sens je vais encore le faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié ce petit commentaire sur l'un des trépieds de l'ego, en effet, qui lui permet en effet d'asseoir un peu son existence. Même si cette existence est totalement illusoire, l'ego a quand même besoin malgré tout pour, on va dire, fonctionner, et fonctionner le plus, j'allais dire, de la façon le plus équilibrée qui soit, de manière optimum, on va dire. L'ego a besoin, le moi a besoin de cette dimension de pouvoir dans sa vie, et même si en effet, encore une fois, cette dimension, quand elle est assumée le plus parfaitement et le plus justement, la personne finit par comprendre qu'en fait, au-delà du pouvoir, il y a vraiment la dimension du cœur et du service à l'autre qui est 100 fois ou 1000 fois plus importante et surtout plus gratifiante que le titre honorifique qu'elle honore ou qu'il honore. Voilà. Donc, je pense avoir tout couvert. Ceci dit, n'hésitez pas à m'écrire pour éventuellement me suggérer d'autres sujets de vidéos, ou aussi pour réagir à cette vidéo-là. Je vous remercie de d'avoir pris le temps de m'écouter. On termine sur un petit rayon de soleil qui, je pense, vous le voyez, se reflète sur mon visage. Et je vous souhaite comment dire, de passer une bonne journée. Et puis encore une fois, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour le second volet de la trilogie. Alors je comptais encore rajouter quelque chose à la vidéo concernant le pouvoir. J'avais pas pu m'empêcher de tourner la caméra de l'autre côté plutôt que sur mon visage, parce que rebelote comme la dernière fois, au moment de m'exprimer, comme dans une certaine vidéo, il y a deux cygnes qui sont venus à ma rencontre juste au moment où je me suis assis. Voilà, donc ils vont faire leur petit bout de chemin. Mais malgré tout, voilà, je voulais, avant de clore cette vidéo, alors évidemment il y a aussi le canard de la dernière fois, voilà, qui lui aussi s'approche. Voilà, je suis entouré par les animaux du lac. Donc voilà, on va les laisser, voilà, les cygnes se rééloignent de nouveau et le canard lui continue à faire ses courses avec sa compagnie qui le suit pas très loin. Voilà. Donc je voulais en effet clore, enfin je voulais ne pas clore plutôt cette page sur comment dire, je vais y arriver, le thème sur le pouvoir, sans en fait rajouter ceci concernant, parce que j'ai beaucoup évidemment énuméré le statut de pouvoir et le poste de pouvoir et donc la fonction de pouvoir parfois au sein d'une hiérarchie. J'ai dit aussi, j'ai énuméré brièvement à quel point évidemment la notion de pouvoir existait aussi dans la relation à l'autre, et du coup je voulais évidemment revenir là-dessus, parce que je me suis certes étendu beaucoup sur la fonction de pouvoir, notamment publique, et je voudrais en fait clore le sujet en revenant sur le pouvoir dans la relation, qui est juste l'art et la manière par excellence de détruire quelqu'un dans la relation. Parce qu'à partir du moment où en effet on a un pouvoir sur quelqu'un, il est évident que la notion de liberté chez l'autre est forcément énormément remise en question, voire complètement, voire atténuée, sinon complètement éteinte ou contrôlée, en tous les cas sûrement fortement sclérosée,
puisque en effet, dès lors qu'une personne a un ascendant sur une autre personne, il est évident que la notion de liberté pour la personne qui subit est fortement altérée, voire franchement quasi nulle. Alors évidemment, qui dit pouvoir dans une relation personnelle, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou des relations fraternelles ou relations parent-enfant, enfant-parent, comme je l'avais dit au tout début de cette vidéo, il est évident que dès lors qu'en effet ce genre d'état existe dans une relation, il faut évidemment y inclure dans le pouvoir en effet la fonction de manipulation, évidemment qui va avec, puisque c'est par là que passe en effet le pouvoir de la personne, entre autres. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de façons différentes d'asseoir son pouvoir sur une personne, que ce soit par la manipulation ou par d'autres moyens, que je n'énumérerai pas parce que ne faudrait pas que évidemment des personnes qui sont à court d'idées, que je leur donne en effet l'idée d'avoir recours à autre chose. C'est ça aussi le danger parfois de faire des vidéos sur un sujet précis, c'est que il y en a qui peuvent évidemment récupérer, l'ego est très très fort pour récupérer en effet au départ des idées qui sont destinées à aider, et la personne les récupère à son propre compte, pour son propre compte. Voilà, c'est ça aussi encore, faire du pouvoir, c'est comment en effet récupérer tout ce qui est bon à picorer pour en fait moudre son propre grain et pour son propre avantage et son propre pour satisfaire en fait les besoins de son ego. Donc voilà, donc je n'énumérerai pas en fait la façon dont le pouvoir peut se décompose, comment il se décompose en fait dans les relations humaines, mais il faut savoir malgré tout que ça existe aussi. Quel dommage pour la personne qui l'exerce, elle est en fait autant enfermée dans ce rôle qu'elle n'enferme l'autre dans le rôle qu'elle lui donne, et le parc à jouer en fait qu'elle lui délimite. Voilà, donc c'est évidemment beaucoup plus dommageable, enfin aussi dommageable pour la personne qui exerce le pouvoir que pour la personne qui le subit. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, en définitive, la personne qui exerce cette forme de pouvoir, du coup, n'a aucune liberté dans cette forme d'expression du pouvoir, perd même toute sa liberté, hein. Si elle croit l'avoir, en fait, c'est un leurre. Et la personne qui le subit, quant à elle, croit ne pas avoir de liberté et du coup s'auto-enferme dans ce rôle où elle pense devoir subir, parce qu'elle pense ne pas avoir d'autre choix que de subir ce pouvoir. Donc finalement elle se prive aussi, elle se sent privée de sa liberté, et elle se prive de cette liberté parce que elle ne pense pas en être digne, ou tout simplement être capable de cette liberté, ou même être à la hauteur de celle-ci. Encore une fois, le pouvoir peut être en effet très grisant, le pouvoir peut être, comment dire, peut laisser penser que son exercice est finalement donne de l'énergie ou procure une sensation de bien-être, et en fait on verra avec les deux autres volets sur la sécurité et sur l'image qu'il n'en est rien, qu'au contraire l'exercice du pouvoir est quelque chose, même dans la relation privée parentale ou dans la relation fraternelle, ou de toute façon ça finit de toute manière par être épuisant, qu'il n'y a aucun plaisir là-dedans, mais qu'il n'y en a même pas du tout. On en est très loin, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas non plus d'évolution, il n'y a pas de lumière qui rentre. Quand on est arrivé à dépasser le pouvoir dans la relation personnelle, en fait on doit pouvoir reconnaître chez l'autre
la lumière qui existe en lui, sans pour autant que la personne n'ait à l'étaler ou à en parler, et vice-versa évidemment. Lorsque la personne a compris que le plus important, ce n'est pas d'exercer un pouvoir sur l'autre, mais au contraire de laisser l'autre être un miroir de ce que vous êtes, un miroir parfait, un miroir, comment dire, inconditionnel, de façon à justement ce qu'on puisse se voir dedans sans qu'il soit justement déformé par la vision que la personne a de vous, mais qu'elle vous renvoie exactement ce que vous êtes, sans jugement, exactement comme on se met devant un miroir qui n'est pas déformé et devant lequel en effet on peut se regarder tel que l'on est. La vraie relation, la vraie transparence dans la relation, c'est celle-là. À partir du moment où en effet elle n'est pas bouffée, j'allais dire, ou dominée par un des trépieds de l'ego qui est pouvoir, image, sécurité, alors cet aspect de miroir peut alors vraiment exister à travers la communication, le regard de l'autre, ce que l'autre vous renvoie de vous, avec exactitude, tel que vous êtes, sans jugement, sans déformation, sans exagération, sans non plus diminuer les choses, sans les exagérer non plus, juste telles qu'elles sont. Alors c'est un moyen pour nous de se rencontrer, de se trouver soi-même, de se connaître aussi, de comprendre où sont ses limites, parce que c'est ça qui est important dans une relation personnelle, voire même aussi professionnelle, mais en tout cas personnelle, puisqu'on en est à parler de ça, c'est de savoir en fait, c'est de comprendre où sont nos propres limites et de quoi elles sont faites, c'est-à-dire qu'est-ce qui les fabrique. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'arrogance? Est-ce que ce sont des certitudes? Est-ce que ce sont des dictats, des opinions, des préjugés, comment dire, des idéaux, des concepts? Voilà, et il y a plein de choses qui peuvent en effet mettre des limites dans notre vie. Et la relation à l'autre, quand elle est d'un haut niveau de transparence et en même temps d'empathie et de justesse, permet justement de voir où sont nos propres limites avec exactitude et avec grande justesse, et justement de voir en fait, à nous de voir par la suite de quoi ces limites sont, avec quoi elles ont été construites, de façon justement à gagner en liberté en les dépassant, parce que c'est ce que nous cherchons tous, aimer librement, aimer inconditionnellement. Il n'y a pas pire frustration que d'un seul coup sentir son cœur se refermer, parce que plus que tout, comme disait Balavoine, je crois, aimer est plus fort que d'être aimé. Et c'est une phrase qui à l'époque m'a beaucoup marqué, parce que je sentais quelque chose de vrai dans cette réflexion, et j'ai mis vraiment du temps à comprendre en fait ce qui me touchait, voire me heurtait dans cette phrase. Et je l'ai compris à un certain niveau. J'ai compris qu'en effet le besoin d'aimer tout court, que ce ne soit pas forcément quelqu'un, mais d'être dans cet état d'amour, on va dire plus précisément, le besoin d'être dans cet état d'amour en fait, et on a vraiment, l'être humain a vraiment soif de ça, et chaque circonstance ou chaque événement relationnel qui vient bloquer cet état d'amour qu'on recherche tant, cet état d'amour inconditionnel dans lequel on chercherait à rester, et bien d'un seul coup, cette circonstance, cette situation vient faire que cet état d'amour en fait tombe, se referme d'un coup, et nous retournons en fait dans notre propre enfer. Et c'est là-dessus que je vais finir, je vais terminer. En effet, c'est ça que nous cherchons le plus, cet état d'amour infini qui justement n'en finirait pas, infini, un état d'amour infini et éternel. C'est ça que nous cherchons, plus que d'être aimé. Nous cherchons en fait à pouvoir aimer, s'aimer soi-même, embrasser notre vie, aimer les autres de manière inconditionnelle, de façon à ce que jamais plus rien ni personne ne puisse venir à un moment donné faire chuter cet état d'amour,
parce qu'en fait il ferme notre cœur et nous avons l'impression, en ayant le cœur de nouveau fermé, que nous retombons dans notre enfer mental. Et ça n'est pas qu'une vision de l'esprit, c'est une réalité. Et voilà en quoi finalement la notion de pouvoir dans la relation en fait entretient cet enfer éternel. Il n'ouvrira la notion de pouvoir dans la relation n'a jamais ouvert le cœur, il n'ouvrira jamais le cœur, bien au contraire, il l'asséchera et les feux de l'enfer et les flammes de l'enfer pourront continuer à brûler. Pas besoin de commettre d'autres péchés que d'oublier en fait, puisque péché veut dire oubli quand même, d'oublier en fait la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Ça n'est pas d'adorer un Dieu en particulier, c'est simplement d'avoir ce cœur ouvert. Et quand la personne est dans cette forme de pouvoir, évidemment, le cœur ne peut s'ouvrir dans cette circonstance. Voilà. J'en aurais fini en tous les cas pour le triptyque, une des parties du triptyque sur le pouvoir, mais je tenais à le rajouter. Ça va faire bizarre dans le montage vidéo, bah tant pis. Mais il était important que je le rajoute pour moi, en tous les cas, que ça soit, j'essaye d'être le plus complet possible, mais ça me semble important de le rajouter en tous les cas. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié ce petit rajout dans cette vidéo. Mes amis les canards sont partis, mes amis les cygnes. C'est drôle, hein, c'est juste quand je me suis assis qu'ils sont arrivés, puis après, zoup, ils sont tous partis. Voilà, eh bien écoutez, voilà, faites en sorte de rester le cœur ouvert. Et si vous étiez quelqu'un qui, jusqu'ici, voyait un hochet brillant à exercer une forme de pouvoir quelconque, eh bien commencez à réfléchir en fait sur le fait que ce pouvoir alimente surtout les flammes de l'enfer plutôt qu'autre chose. Et encore une fois, le péché, c'est d'oublier qu'on est venu ici sur terre pour avoir le cœur ouvert. Voilà, voilà. Et je vais tourner ma caméra parce que bon, ma tête, ça va un temps. Voilà, pour terminer sur ce joli paysage, regardez ce lac sans rides. Voilà, rare, mais ça arrive. Sans rides. Et je vous souhaite de passer une agréable journée et d'avoir le cœur ouvert infiniment parlant. Bonne soirée à tous, merci de liker. N'oubliez pas que je suis sur Facebook et que vous pouvez éventuellement faire des demandes d'amis, car de temps en temps, en effet, j'y interviens. S'il y a des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. J'aime bien l'interactivité. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.